L'amour, quelque chose que nous méritons tous. Et pourtant, dans cette aventure à la recherche de l'âme sœur, certaines personnes, plutôt que de faire face à la personne qui complète leur cœur, se retrouvent face à la plus grande des horreurs. Ça va être le thème de cette vidéo, une petite vidéo spéciale Saint-Valentin en ce 14 février. Bonne Saint-Valentin à tous ceux qui ont déjà trouvé leur âme sœur. Et j'ai voulu marquer le coup cette année en vous proposant une vidéo dédiée non pas à l'amour mais à l'horreur qui se mêle lors de la recherche de l'amour. Des histoires de personnes qui ont pensé rencontrer l'âme sœur mais qui en fait se sont retrouvées face à des situations qui les ont effrayés. J'espère que cette vidéo vous plaira et si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me suivre sur Instagram AkenTV que je vous affiche juste ici. Et si maintenant vous êtes prêts et bien installés, laissez-moi vous raconter la première histoire. La première histoire sera celle de quelqu'un que nous allons appeler Alexia. Alexia nous explique qu'elle est plutôt précautionneuse quand elle est censée se rendre à des rendez-vous galants. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais chez la personne directement, elle privilégie toujours des lieux publics et elle informe à chaque fois sa famille et ses amis de là où elle se rend. Elle parlait avec un homme qu'elle avait rencontré sur un site de rencontre et l'homme lui a proposé de se rendre directement chez lui pour prendre un verre et se regarder un film ensemble. Alexia tout de suite lui a dit que non, qu'il valait mieux se rencontrer d'abord dans un lieu public. Et bien que l'homme était dans un premier temps d'accord, il a commencé à émettre quelques réticences. Alexia s'est demandé si peut-être l'homme ne pouvait pas subvenir financièrement au rendez-vous et donc elle a posé la question directement si l'homme avait un problème d'argent. Alexia était prête à reporter le rendez-vous si jamais l'homme ne pouvait pas se payer un café. Mais finalement, il a dit que ce n'était pas ça le problème et il a donc accepté de rencontrer Alexia dans un café. Un endroit qu'Alexia connaissait, qui se trouvait à peu près au milieu de là où vivait Alexia et de là où vivait l'homme. Le jour J, Alexia se rend au café, elle patiente devant et elle remarque que l'homme arrive en voiture. Une voiture qui n'a que 2 portes. Il sort du véhicule, il va rejoindre Alexia, les deux individus se saluent et ensemble ils rentrent dans le café. Et bien qu'au début tout se passait plutôt correctement, de manière très polie, les choses ont commencé à devenir bizarres quand Alexia et cet homme se sont installés à une table. Alexia commence une boisson non alcoolisée et ça c'est quelque chose qui surprend l'homme. Il lui dit mais tu ne veux pas boire? Alexia lui dit qu'elle n'a pas l'habitude de boire des boissons alcoolisées et donc l'homme semble un peu déçu, comme si c'était quelque chose d'anormal que quelqu'un n'aimait pas consommer de l'alcool. Alexia est un peu vexée parce qu'elle lui a déjà expliqué qu'elle prenait des médicaments et donc c'est pour cette raison qu'elle ne consommait pas d'alcool, ce n'est pas un bon mélange et ça l'énerve un petit peu que cet homme n'ait pas retenu ce détail qui est important pour elle. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous continue, les boissons sont servies. Après que les boissons aient été servies, le jeune homme commence à être insistant sur le fait de rentrer chez lui. Mais pas tout seul, il n'arrête pas de dire « Viens, on prend quelques verres ensemble, après on va chez moi, on mange chez moi », alors que le plan qui a été prévu initialement, c'était que le rendez-vous se passe continuellement dans le café. C'était de boire un petit peu et ensuite commander à manger. Alexia continue de refuser et au bout d'un moment, essayant de faire une transition vers un autre sujet, voyant que l'homme est très insistant sur le fait de rentrer chez lui, elle lui dit « mais tu n'es pas un tueur quand même ». Et là, plutôt que de rire à la blague, l'homme lui va la regarder fixement, sans sourire, et il va lui dire « tu ne crois pas que je te ferai du mal, si ?» Là, Alexia a un rire nerveux. Et après cela, l'homme lui dit « ne retourne pas à ta voiture après, je t'y ramènerai, t'as qu'à venir dans la mienne mais tu devras aller à l'arrière parce que j'ai des objets qui prennent de la place à l'avant. » Bon, à ce moment-là, Alexia, elle en a clairement marre de ce rendez-vous. Elle ne passe pas du tout un bon moment et en plus elle a plein de signaux d'alarme dans sa tête qui se déclenchent. Elle lui dit donc, sur un ton sec, « écoute, tu me mets mal à l'aise, j'ai pas envie de te suivre, tu me fais peur, donc non, ce que tu veux ne se passera pas. » L'homme a l'air un peu choqué, il marmonne quelque chose, ce que Alexia comprend c'est qu'il dit qu'il va aller aux toilettes, donc l'homme se lève. Le temps passe un peu et alors qu'elle commence à se dire que le temps commence quand même à filer, elle remarque du coin de son regard qu'en fait l'homme sort du café et il retourne à sa voiture pour s'en aller. Le date s'est donc arrêté là. Alexia, elle, est rentrée chez elle de son côté et elle pense qu'elle l'a échappée belle. Je sais que pour certains d'entre vous, vous ne verrez rien d'effrayant à la situation, mais c'est toute la réflexion d'Alexia qui, effectivement, laisse penser qu'elle a échappé à une situation des plus dramatiques. Elle se dit que déjà l'insistance de cet homme était assez
étrange, mais en plus de ça, elle repense à la voiture de cet individu. Rappelez-vous, c'était une voiture qui n'avait que deux portes, une porte côté conducteur et une porte côté passager. C'est les fameuses voitures où il faut rabattre le siège pour passer à l'arrière. Et bien si jamais Alexia s'était rendue dans ce véhicule, sachant que l'homme lui a dit d'aller à l'arrière, elle aurait été bloquée avec lui. Donc, clairement, à sa merci. L'étrangeté de son comportement n'a d'ailleurs été qu'alimentée par le fait qu'il ait pris la fuite. Comme ça, d'un coup, on pourrait se dire qu'il a été extrêmement gêné de ce que lui a dit Alexia. Le fait de savoir qu'il lui faisait peur, c'est quelque chose qui est peut-être probable. Après, je pense qu'on peut totalement comprendre le point de vue d'Alexia dans cette histoire. Selon vous, qu'est-ce que cet homme aurait fait à Alexia si jamais, elle avait accepté soit de le rencontrer directement chez lui, ou si elle avait accepté de monter dans sa voiture? Je pense que vu le comportement de l'homme dans un lieu public, on peut imaginer quelque chose qui n'est pas réellement très sain. Dans cette nouvelle histoire, nous allons suivre le témoignage de Max. Max nous dit qu'à l'époque, il commençait ses études à l'université, à Austin, au Texas, et qu'il a commencé à cette période-là à prendre confiance en lui, et donc il a décidé d'assumer complètement qui il était réellement, c'est-à-dire qu'il était attiré par les hommes, étant lui-même un homme, et à l'époque, par la peur peut-être du regard des autres, du jugement de ses proches, il n'avait pas osé le révéler, mais là, se sentant pleinement en confiance, bien dans sa peau, il a décidé d'assumer pleinement son attirance, et il a bien eu raison. On ne peut que le féliciter pour cela. À l'époque, justement, alors que Max cherchait à faire de nouvelles rencontres, il n'y avait pas d'application encore pour mettre en relation des personnes qui avaient la même attirance. Donc il a utilisé un forum du nom de Craigslist, chose qu'il indique être une énorme erreur. Il a commencé à discuter avec un homme que nous allons appeler sobrement Craig, et assez rapidement le courant est plutôt bien passé. Donc, sachant que la discussion se passait plutôt bien, les deux hommes ont décidé de fixer une rencontre dans la vraie vie. Une heure et un lieu a été fixé. De ce que peut nous dire à ce moment-là Max sur ce Craig, c'est que lui en avait 27 alors que Max était âgé de 18 ans. Il y avait une certaine différence d'âge. Dans un premier temps, Craig insistait énormément pour rencontrer Max directement chez lui. Tout de suite, ce genre d'insistance a fait que Max s'est un petit peu méfié. Mais on va dire que son attirance pour lui était au-dessus de sa méfiance. Il le trouvait très attirant, très séduisant, avec un beau sourire. Donc il se dit que c'est dommage de passer peut-être à côté de quelqu'un avec qui il pourrait avoir une belle histoire, juste parce qu'il est méfiant. Mais il trouve tout de même une parade à cet événement. Il arrive à convenir de prendre un verre avant d'aller chez lui. Le jour J arrive et donc Max se rend sur place pour aller prendre le fameux café. Il est très excité, lui, à l'idée de rencontrer le fameux Craig. Il avait même montré des photos du jeune homme à un de ses colocataires. Il est donc arrivé sur place et Craig l'attendait déjà. Il ressemblait à ces photos, donc déjà, premier bon point. Ils ont pris un café et le courant passait plutôt bien. Ils ont discuté pendant quelques heures. Au bout de ces quelques heures, la Craig a proposé à Max de se rendre chez lui. Sauf que là, coup du destin. Mauvais coup, ou peut-être bon coup du destin. Au moment où Max allait répondre, il reçoit un appel de son colocataire. Objectif de l'appel, déjà savoir si le rendez-vous se passe bien. Mais deuxième objectif, c'est que le colocataire avait en fait une panne avec sa voiture, donc il demandait à Max s'il pouvait venir le récupérer. Max a dit qu'il allait le faire, mais par rapport à Craig et sa demande, il a également accepté. Il a dit en fait qu'il allait aller chercher son colocataire, le ramener et qu'ensuite il passerait chez Craig. Les deux hommes ont donc un accord, Craig et Max se séparent, lui va retrouver son colocataire, sauf que au moment où il le récupère, Craig ne donne plus aucun signe de vie. Mais au bout d'un moment, il répond. Et là, changement de comportement drastique. Craig semblait en colère, ennuyé, alors qu'au moment où Max l'a vu, il était très agréable. Max a été un peu déçu, donc il est rentré avec son colocataire. Il n'a plus reparlé à Craig, il a continué de vivre sa vie, mais quelques années plus tard, son colocataire lui a montré un article de journal. Et en voyant l'article, il reconnaît immédiatement la personne dont l'article est le sujet. Cette personne, c'était Craig, présenté là comme quelqu'un qui dirigeait un trafic d'humains. Ce qu'il faisait, c'est qu'il attirait des garçons, principalement mineurs, avec une certaine beauté. Il les invitait dans sa caravane, car il vivait dans une caravane, et d'une part, il abusait d'eux, et ensuite, il les mettait à disposition d'amis à lui qui appréciaient la compagnie de jeunes garçons contre leur gré. Max, à la vue de cet article, ne sait pas comment il aurait fini si jamais il avait accepté de rejoindre Craig chez lui, mais il présume qu'il aurait connu le même destin que tous les jeunes garçons que Craig avait réussi à attirer dans ses filets. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous raconter le témoignage de Maïva.
une jeune femme qui avait 16 ans au moment des faits et elle vivait au Royaume-Uni. Un ami à elle a organisé en quelque sorte un rendez-vous à l'aveugle avec une autre de ses connaissances, quelqu'un que nous allons appeler Cameron. En gros, cet ami a montré à Maeva des photos de Cameron, elle l'a trouvé séduisant, Cameron a vu des photos de Maeva et il l'a trouvé séduisante et du coup, cet ami a fait un peu l'entremetteur. Rien ne semblait bizarre à son sujet, c'était un jeune homme totalement normal et donc l'ami qui a voulu les mettre en relation a passé les numéros de l'un et de l'autre entre eux. Je sais pas si c'est clair mais vous voyez ce que je veux dire je pense. Une nuit, ils ont beaucoup parlé, le courant est plutôt bien passé et donc ils ont décidé, Cameron et Maeva, de se retrouver dans un Starbucks. La rencontre s'est faite assez vite par rapport au premier message, chose que Maeva n'aime pas trop initialement, mais là elle se dit que vu que ce Cameron est l'ami de son ami, il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Alors que, de ce qu'elle dit maintenant, elle aurait dû s'en faire, et beaucoup. Le jour J, Maeva se rend au Starbucks, elle arrive un peu plus tôt que l'heure de rendez-vous, elle se commande un petit café, elle s'installe. Elle fait ça pour une raison toute simple, c'est qu'en fait elle n'aime pas que l'homme en face d'elle se sente obligé de l'inviter, comme ça il n'y a pas de malaise qui est créé. Elle est donc sur un siège à une table, en face de la porte, et elle commence à bouquiner un petit peu en attendant que l'heure du rendez-vous ne sonne. Elle patiente une petite quinzaine de minutes et là elle reçoit un message venant de Cameron qui lui indique qu'il est arrivé au café. Elle est plutôt excitée de faire une nouvelle rencontre, donc elle répond qu'elle est déjà dans le café, assise à une table, et en quelques secondes à peine, elle ressent une présence par-dessus son épaule. Elle présume que c'est lui, donc elle va se retourner et se lever pour le saluer, sauf que, avant même qu'elle ne puisse faire le moindre mouvement, elle sent des lèvres dans son cou qui sont en train de lui faire un suçon. Initialement, Maeva n'aime pas qu'on lui fasse ce genre de choses, mais là, sachant qu'elle ne l'a jamais vu, elle est extrêmement mal à l'aise. Elle n'arrive pas à se détacher et autre chose lui vient, pas en tête mais dans les narines, c'est une odeur. Elle sent que la personne qui lui fait ce suçon sent extrêmement mauvais. De panique, elle donne un coup de coude. Là, les lèvres se détachent de son cou, Maeva se retourne et elle le regarde. Le jeune homme, lui, rigole d'un air un peu bête et totalement paniqué. Maeva lui dit « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Et le jeune homme, donc Cameron, lui dit qu'il pensait qu'elle trouverait ça mignon. Et Maeva lui a dit que ce n'était mignon dans aucun monde existant. Mais bon, elle se dit que peut-être les premières impressions ne sont pas celles à prendre en compte. Donc elle se dit qu'elle va quand même laisser une chance à la situation. Sauf que, encore une fois, Cameron va avoir un comportement complètement déplacé. Il va poser son regard sur la poitrine de Maeva et il va dire « Wow !» Et il dit « Je ne savais pas que ta poitrine était aussi grosse. » Et il finit en disant « Toi, je vais pas te laisser filer. » Clairement, c'est trop pour Maeva. Elle veut pas s'enfuir, elle veut pas créer non plus une situation de gêne, mais elle, intérieurement, elle n'en peut plus. Donc, ne voulant pas créer cette situation de gêne ou faire un scandale ou que sais-je, elle décide de faire appel au monde extérieur. Elle dit qu'elle va aller aux toilettes et elle attend qu'une autre femme rentre dans les toilettes pour lui demander son aide. Une femme rentre, elle lui explique la situation. Évidemment, la dame comprend le malaise de Maeva et donc elle est d'accord pour l'aider à partir et surtout à partir sans que ce fameux Cameron ne la suive. Elle lui prête donc un chapeau, son écharpe et ensemble, ils arrivent à sortir du café en toute discrétion. Elle n'a plus donné de signe de vie à Cameron et c'est l'ami qui les a mis en contact qui lui a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Maeva, en colère, lui a dit qu'elle ne voulait plus jamais qu'il parle d'elle à ses amis et cet ami lui a reproché de s'être mal comporté vis-à-vis de Cameron. Donc autant dire que ce n'était pas un vrai ami. Il a dit que ce n'était pas bien de partir sans dire à Cameron qu'elle s'en allait, qu'elle aurait dû lui laisser une chance, qu'elle était horrible. Donc elle a enlevé cet ami, qui visiblement n'en était pas un, de sa vie. Je suis d'accord avec Maeva, le comportement de son ami est inadmissible, elle a absolument rien à se reprocher et c'est vrai que faire un suçon à quelqu'un qu'on n'a jamais vu et avant même de lui dire bonjour, ça laisse présager de mauvaises choses pour la suite. Donc espérons que Cameron reçoive une éducation dans les plus brefs délais. Dans cette quatrième histoire, je vais vous présenter le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Manon. A l'instar de l'histoire précédente, dans cette histoire, nous allons également avoir le témoignage d'une rencontre qui a été arrangée. Un de ses amis lui a proposé de rencontrer quelqu'un que nous allons appeler Dallas. Manon le connaissait brièvement, elle savait que c'était un collègue de son ami. Elle le trouvait plutôt mignon, il avait l'air sympa, donc elle s'est dit pourquoi pas. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était pendant un concert. Ils n'ont pas eu l'occasion de beaucoup bavarder parce qu'ils étaient tous les deux préoccupés à assister au spectacle qu'ils avaient devant les yeux, ils ont juste échangé leur numéro et après cet événement, Dallas a appelé Manon. Ils ont convenu d'un rendez-vous dans un bar, tous deux s'y sont rendus
La conversation se passait plutôt bien et alors que la nuit commençait à approcher, la Dallas proposait à Manon d'aller se promener dans un bar local parce qu'il trouvait que le bar lui était un peu trop bruyant. Manon avait 19 ans à cette époque, elle nous dit qu'elle était probablement un petit peu naïve donc elle a accepté. On était en été à ce moment-là donc bien que la nuit approchait il faisait encore jour. La balade se passe plutôt bien, le courant passe également et alors que Manon et Dallas sont en train de discuter, elle remarque qu'à un moment donné il se penche vers elle pour l'embrasser. Manon est dans un premier temps consentante pour ce premier baiser, elle a passé de très bons moments avec lui, elle ne voit pas de signaux qui lui feraient penser qu'il y a de quoi se méfier, donc elle accepte de l'embrasser. Sauf que dès que leurs lèvres se séparent, elle remarque que Dallas a un sourire de psychopathe. Il la regarde comme un prédateur regarderait sa proie et il pointe du doigt une petite zone boisée dans le parc et il dit « je vais t'emmener là-bas et on va passer un très bon moment ». Manon rigole, mais pas parce qu'elle trouve la situation cocasse, elle rigole de malaise et en plus de ça, elle nous dit qu'à ce moment-là, dans sa vie, elle n'avait jamais encore eu de relation intime avec quelqu'un, donc elle ne voyait pas du tout la chose être réalisée dans un bois comme ça en extérieur. Finalement, elle dit qu'elle préfère plutôt retourner à la voiture, rentrer chez elle, et là le comportement de Dallas change drastiquement. C'est comme si une autre personne avait pris possession de son corps. Bien qu'il était plutôt blagueur, assez jovial initialement, là il devenait complètement colérique. Il dit avec un ton énervé à Manon qu'il veut absolument aller dans les bois avec elle, qu'il ne va pas abuser d'elle et qu'il ne lui fera pas de mal. Et après, il a encore un basculement de personnalité. Il essaye de rigoler, faisant passer tout ce qu'il dit pour des blagues, mais Manon n'y croit pas. Elle essaye de rester la plus calme possible, de ne pas montrer qu'elle est effrayée. Et après, Dallas commence à se diriger vers sa voiture, le regard plongé sur le sol comme s'il était en train de pleurer et il marmonne. Il supplie en fait Manon d'aller dans les bois avec lui. Manon, elle décide d'adopter un autre comportement, elle décide de, même si elle a apeuré, de jouer le rôle de quelqu'un d'énervé, elle lui dit que non, elle veut rentrer chez elle, qu'elle est fatiguée, et finalement, Dallas consent à la ramener chez elle. Elle a pu rentrer, se mettre en sécurité, elle a contacté l'ami qui l'avait mis en contact avec Dallas, et elle lui a dit qu'il avait eu un comportement complètement déplacé, et l'ami a dit qu'il n'était pas au courant de cette facette de la personnalité de Dallas, et qu'il allait donc prendre le relais vis-à-vis de lui, en disant que finalement, Manon n'était pas intéressée pour qu'elle n'ait pas à le confronter de nouveau, que ce soit en face à face ou par message. C'est une rencontre qui a marqué Manon. Elle ne sait pas ce qui se serait passé si jamais elle était allée dans les bois avec lui. Elle suppose qu'en fait il aurait tout fait pour essayer d'avoir une relation intime avec elle. Et aujourd'hui, cette histoire lui a permis de mettre en place quelques règles, comme par exemple ne pas aller dans un endroit isolé avec quelqu'un qu'elle ne connaît que très peu finalement. Dans cette dernière histoire, je vais vous partager le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Jessie. Jessie nous dit qu'elle a rencontré un homme sur Tinder, qu'elle a rapidement sympathisé avec lui, le courant passait très bien, et un soir, alors qu'elle faisait une soirée, qu'elle avait un peu trop bu, elle était ivre, et qu'elle se sentait donc très sociale, elle a décidé de prendre un Uber pour aller jusqu'à chez lui. Ils ont beaucoup parlé devant sa maison et elle s'est confiée sur ses problèmes de santé. Là, le jeune homme lui a dit que sa sœur était décédée à cause de la même maladie qu'avait Jessie. Elle était un peu curieuse, donc elle voulait poser plus de questions à ce sujet, mais elle n'a pas voulu insister. Et finalement, le courant passant encore mieux en face à face, Jessie a accepté de rentrer dans sa maison. Déjà, en mettant les pieds à l'intérieur, elle nous dit qu'il y avait une odeur indescriptible, comme si une centaine de rats étaient morts dans la maison. Elle était encore sous les effets de l'alcool, donc elle n'a pas relevé ce détail-là. Elle a regardé un peu autour d'elle, elle a vu que la maison ne ressemblait pas en fait à une maison. Il n'y avait pas un canapé, une cuisine, un frigo, tout ce qu'on pourrait retrouver initialement dans une maison, mais il y avait des objets qui n'avaient aucun sens, qui étaient placés à divers endroits de la maison. Un micro-ondes qui était branché sur le sol dans le salon, une chaise qui était à un endroit mais sans table. Elle nous dit en fait que ça ressemblait à une sorte d'entrepôt. Quoi qu'il en soit, elle accepte de le suivre dans sa chambre, il continue de parler un peu, ça se passe plutôt bien, et à un moment donné, Jessie s'endort. C'est vers 10 h qu'elle se réveille, avec toujours la même odeur qu'elle avait remarquée la veille en entrant dans la maison. Là, les effets de l'alcool sont totalement dissipés, donc elle a pleinement conscience des choses. Elle jette un petit coup d'œil dans la chambre et elle se rend compte que dans le placard, il n'y a que des vêtements de femme. Elle commence à se dire qu'en fait, cet homme
est quelqu'un qui est en couple et qu'il a trompé sa réelle petite amie ou sa femme avec elle. Et elle a remarqué autre chose, c'est que sur la table de nuit du côté de là où dormait l'homme, il y avait un énorme classeur noir. Peu de temps après avoir constaté cela, lui s'est réveillé. Lui a dit que c'était tous les épisodes d'une série qui étaient imprimés. Chaque épisode image par image. Il a dit qu'il l'avait eu au travail et donc naturellement Jesse lui a demandé ce qu'il faisait comme travail, sauf qu'il a esquivé la question. Notre amie Jessie trouve ça un peu bizarre qu'il ne réponde pas et elle pose ses yeux sur l'oreiller sur lequel elle avait dormi. Elle remarque qu'il n'y a pas de thé d'oreiller et pire que ça, il y a des taches dessus qui ressemblent à du sang séché, comme si quelqu'un était blessé et avait craché du sang sur l'oreiller et qu'il n'avait jamais ensuite été nettoyé et donc que le sang avait séché avec le temps. Petit à petit, les morceaux s'imbriquent dans la tête de Jessie comme un puzzle et elle demande au jeune homme si cette chambre ne serait pas la chambre de sa sœur. Et lui, tout naturellement, a dit oui, c'est son lit. Effectivement, tout colle, les vêtements de femme dans le placard, le sang sur l'oreiller. Et ce qui a créé un énorme malaise, c'est que l'homme a dit depuis qu'elle est décédée, je n'ai jamais changé les draps. J'ai tout laissé en l'état. Et d'ailleurs, tu lui ressembles énormément. Je t'apprécie réellement si tu savais. Et ensuite, il a essayé d'avoir un contact un peu physique avec elle. Évidemment, Jessie était extrêmement mal à l'aise, donc elle a trouvé une excuse pour partir. L'homme n'a rien fait pour la retenir, il l'a laissé partir. Après cette rencontre, là, elle ne l'a pas ghosté, parce qu'elle était quand même désolée pour lui vis-à-vis de la perte de sa sœur. Elle est restée en contact avec lui pendant quelques semaines, et à un moment donné, alors qu'elle a utilisé son téléphone, quand elle était chez elle tranquillement, elle voulait regarder un petit peu ce que ses amis faisaient. Donc elle avait une application pour savoir où ses amis étaient, une sorte d'application de géolocalisation. Et elle s'est rendue compte que le mec, pendant qu'elle dormait, s'était mis sur l'application et pouvait voir où elle était à chaque fois. Elle a voulu le confronter. Donc elle l'a appelé en lui disant que c'était inadmissible qu'il fasse ce genre de choses. Et lui a simplement trouvé comme excuse le fait de dire que son chat était mort récemment, donc c'était inadmissible qu'elle mette entre guillemets fin à cette relation alors qu'il traversait une période difficile. C'est une excuse qui n'a pas résonné dans la tête de Jessie, elle l'a bloqué directement. Elle a déjà eu affaire à des personnes qui avaient tendance à la stalker, donc pour elle, ça n'a pas du tout été un déchirement au niveau de son cœur pour mettre en œuvre ce blocage. Et petit détail sordide pour conclure cette histoire, elle se dit que elle fait un lien avec les derniers mots prononcés par cet homme, c'est par rapport au chat. Elle se dit que son chat est décédé récemment et elle se souvient de l'odeur d'animal mort qu'elle a senti en entrant dans la maison. Et elle se pose la question, elle n'a pas la réponse, de si l'odeur ne venait pas en fait du cadavre du chat qui était quelque part dans la maison. Chat qui appartenait à l'homme, et sachant comment cet homme avait l'air d'être, j'espère que le chat n'a pas vécu une mauvaise vie. Quelque temps après ces événements, elle a pas mal repensé à tous les signaux qu'elle n'a pas vus quand elle était ivre et qu'elle a rencontré ce jeune homme. C'est qu'en fait, elle utilise une sorte de ventoline, quelque chose pour s'aider à respirer. Et elle se rappelle qu'à chaque fois qu'elle s'en servait, parce qu'elle devait s'en servir régulièrement, lui semblait excité et il lui avait même dit que ça lui rappelait sa sœur. Donc il semblerait peut-être aussi que ce jeune homme avait également un amour un peu étrange vis-à-vis de sa propre sœur et qu'il cherchait à la retrouver au travers de jeunes femmes qui pouvaient lui ressembler. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 5 histoires qui tournent autour des dates, des histoires propices pour la Saint-Valentin. J'espère que ça vous a plu, en tout cas pour moi c'était un plaisir de vous les partager, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve également sur Instagram qui s'affiche juste ici. Si vous souhaitez me suivre là-bas et même envoyer une histoire qui vous est arrivée, peut-être même une histoire de date, qui sait. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!